téléspectateurs Touba TV, la télé qui nous rassemble, bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de l'actualité de la semaine. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Ibrahima Traoré, professeur en communication. Nous vous saluons, professeur. Bonjour et merci pour cette invitation, M. Niang. Voilà. Vous enseignez la communication. Oui, j'enseigne la communication d'entreprise qui est un module consacré à l'étude de tout ce qui est la communication au sein des organisations. On l'appelle aussi communication organisationnelle. Voilà, et nous allons parler de ce ndogo également, de solidarité que vous avez eu à organiser hier dans le département de Keur Massar. Il y a eu il y a trois panélistes, hein, entre autres le député, honorable député Ousmane Diouf, Imam Moustapha Cissé, et vous êtes invité d'honneur également. Voilà. Donc c'est la 11e édition de ce ndogu de solidarité organisé par deux jeunes entrepreneurs de Keur Massar, Chingosi et Commando, c'est leur surnom. Vraiment deux jeunes qui sont très entreprenants. Donc depuis leur collège, ils ont commencé vraiment à s'activer autour d'activités sociales. Donc, c'est dans ce cadre que pour la 11e fois, la 11e édition, ils réunissent tout ce qui est autorité coutumière, religieuse, politique et sociale à Keur Massar pour cette 11e édition du Ndogu de solidarité. Voilà, et c'est le développement du département, c'est le thème de cette année. Voilà, le développement par les formations. Donc, ils ont pensé que pour que vraiment une localité se développe, ça passe par les jeunes. Et pour que les jeunes puissent être productifs, il faut les former et bien les former. C'est pourquoi le thème porte sur le développement de la localité à travers les formations. Voilà, merci donc professeur. Nous allons donc venir à nos thèmes, à nos sujets. D'abord, le premier sujet, récemment on vient de célébrer la journée internationale des droits des femmes. C'était le 8 mars. Des droits aujourd'hui qui sont partiellement acquis ou bien? Voilà, en termes de développement des droits des femmes, je crois que beaucoup de chemin a été parcouru. Parce que si on prend en tout cas le prétexte de l'enseignement moderne, qui est le cadre de l'enseignement moderne qui est l'école, aujourd'hui on a l'impression que l'excellence se conjugue au féminin dans beaucoup de nos écoles, de nos universités, de nos instituts et même dans nos daara, on a vu que quand même les femmes et les jeunes filles, en tout cas, commencent à exceller et que, en tout cas, le droit concernant l'éducation est un droit qui a fait beaucoup de pas de géant aujourd'hui, mais un combat n'est jamais gagné d'avance. Oui. Il faut faire un bilan. Je crois que chaque 8 mars est un moment de bilan. Un moment de bilan. Voilà, et voir ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire. Et dans le domaine des séries scientifiques, on peut dire également que les jeunes filles sont en train d'exceller. Voilà. Mais cette excellence, quand même, elle n'est que la partie visible de l'iceberg. Il faut dire que l'État du Sénégal, dans sa continuité en tout cas, a eu quand même dans ces 10 dernières années une bonne politique d'éducation, en faisant vraiment une part, en tenant compte des droits de la femme et des jeunes filles. On peut se souvenir de la SCOFI, un programme du ministère de l'Éducation intitulé la scolarisation des filles. En tout cas, ce programme qui a été déroulé depuis plus d'une décennie, aujourd'hui est en train de porter ses fruits, parce qu'on a vu que dans les séries scientifiques, les filles continuent à exceller. Et les droits des filles et des femmes, en tout cas dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, à l'heure du bilan, est un bilan assez satisfaisant. Récemment, j'ai été à Yen. Les femmes demandent même l'accès à la terre, et qu'elles puissent également faire des travaux champêtres aussi. Oui, en tout cas, dans ce domaine, quand même, les femmes, à travers leur organisation, les groupements de femmes, les GIE, pensent qu'elles sont d'éternelles ouvrières et qu'elles doivent accéder à la propriété et qu'on doit leur concéder des terres pour leur permettre non pas d'être des ouvrières agricoles, mais d'être des propriétaires, des entrepreneurs en tout cas agricoles, qui puissent accéder aux terres comme les hommes et l'exploiter à leur propre compte, au lieu de les employer éternellement comme des ouvrières agricoles. Même si c'est vrai, elles reçoivent beaucoup de financements, mais parfois aussi ce sont des financements qui sont utilisés à d'autres fins, comme par exemple les tontines, etc., qui ne leur permettent pas
elles n'arrivent pas à réaliser concrètement le projet. Voilà, comme vous le dites, Moussa, vous avez parfaitement raison. Les femmes aujourd'hui ont l'accès au crédit, mais souvent il y a un détournement d'objectifs. Souvent les crédits, les financements sont destinés à financer des actions de développement, à entreprendre, à faire dans l'entrepreneuriat féminin. Mais pas dans tous les cas, mais dans certains cas, ces financements et ces crédits sont détournés de leur objectif. Au lieu de financer des activités de développement, des activités génératrices de revenus, elles sont souvent utilisées à des cérémonies familiales, à l'accoutrement des femmes, à l'habillement. Donc, alors que la véritable destination de ces fonds, c'est de financer des actions de développement. Voilà, les femmes de Yen qui demandent vraiment l'acquisition d'un terrain pour faire les activités de transformation de produits halieutiques. Voilà, et nous allons parler d'un autre élément, d'un autre sujet. Il s'agit des relations entre le Maroc et le Sénégal. On a vu l'Assemblée nationale récemment voter cette convention, ratifier cette convention qui consiste à permettre à des détenus qui sont au Maroc d'être rapatriés, de les transférer et de faire leur incarcération ici au Sénégal. Voilà, je crois que les relations entre le Sénégal et le Maroc sont vraiment des relations séculaires sur le plan religieux, dans d'autres domaines, notamment le domaine que vous venez d'évoquer, M. Niang, à savoir la coopération judiciaire entre le Sénégal et le Maroc. Je crois qu'en la matière, sur le principe, il n'y a pas de mal que le Sénégal et le Maroc, qui sont des pays frères, qui ont des relations sur le plan religieux depuis des décennies, puissent nouer un partenariat sur le plan judiciaire. Je crois que ça peut être une bonne chose. L'essentiel est que les termes de ce partenariat soient clairs pour tout le monde, parce que les dirigeants sont ceux qui sont à la tête, mais que les populations soient informées, qu'il y ait une bonne politique de communication au sommet de l'État. Oui, pour des personnes qui ont été condamnées et qui vraiment, demandent aujourd'hui à être rapatriées. Et pourquoi vivre leur condamnation dans leur pays? Voilà, je crois que ça leur permettra d'être plus proches de leur famille, d'améliorer les conditions de détention. Si tel est le cas, je crois que cette coopération judiciaire peut profiter aux citoyens sénégalais en tout cas. Et c'est ça l'esprit de l'État, c'est de servir les citoyens. Voilà, c'est de servir les citoyens. Un autre sujet que nous allons aborder, voilà, il s'agit de nos compatriotes qui sont en Mauritanie. Récemment, on a entendu l'honorable député Guy Marius Sagna demander, en tout cas, une commission d'information sur ce qui se passe en Mauritanie. Il se trouve que la Mauritanie ne respecte pas les droits des Sénégalais qui sont là-bas et qui vivent beaucoup d'exactions. Et qu'en pensez-vous? Bon, moi je crois que sur ce point-là, il faut que nous soyons dans la diplomatie préventive. La diplomatie préventive, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a que nos concitoyens qui vivent dans un pays se font entendre, c'est en ce moment-là qu'on entend les diplomates, qu'on entend en tout cas ceux qui sont censés défendre leurs droits, à savoir nos représentants diplomatiques, réagir. Mais il faut qu'en tout temps et en tout lieu, que les représentants diplomatiques qui sont censés représenter nos pays et pour lesquels l'État dépense beaucoup de ressources, qu'ils veillent à l'intérêt des concitoyens qui vivent à l'étranger. Qu'ils n'attendent pas simplement qu'il y ait un problème, qu'il y ait vraiment maltraitance, mais il faut une diplomatie préventive et non pas faire dans une diplomatie qui va simplement réagir chaque fois qu'il y a un problème ponctuel. Même si c'est vrai, professeur, il faut également que les Sénégalais qui vivent à l'étranger également respectent ces lois, les lois et règlements de ces pays aussi. Voilà, je crois que tout le monde, sur le principe, nous devons tous être respectueux des normes. Quand on vit dans un pays, je crois que la première règle de base, c'est d'être respectueux des lois et règlements qui gouvernent ce pays-là. Mais moi, mon analyse va aussi dans le sens de le Sénégal doit appliquer la réciprocité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos rues sont envahies de gens qui sont... Ce n'est pas versé dans la xénophobie. De gens qui sont là à demander de l'aumône. La solidarité, elle doit être nationale, elle doit être internationale, elle doit être mondiale, universelle. Mais quand même, je crois que si un pays met de la rigueur pour que tous les citoyens, y compris les étrangers, puissent être respectueux des normes de ce pays, notre pays aussi doit appliquer le principe de la réciprocité pour que nos rues, nos avenues ne soient pas envahies par des gens venant d'ailleurs pour demander en tout cas la solidarité. Récemment également, on a entendu en Espagne un Sénégalais qui a été vachement tué, c'était dans la nuit du samedi au dimanche, le 10 mars en tout cas. Jusqu'à présent, aujourd'hui, les Sénégalais pleurent de l'atrocité de nos compatriotes un peu à l'étranger qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Peut-être ça pourrait être la xénophobie, on ne sait pas, mais en tout cas, ça existe, la violence. Voilà. Je crois que ce crime odieux que tout le monde dénonce et que nous dénonçons, nous, doit être le prétexte aujourd'hui de réfléchir sur la problématique de l'immigration. Comme je l'ai dit tantôt, n'attendons pas qu'il y ait maltraitance, qu'il y ait mort d'homme d'un concitoyen sénégalais à l'étranger pour, en tout cas, essayer d'apporter une solution. Il faut que nous réfléchissions et que nous trouvions une solution définitive. Si je dis nous, je parle de l'État, de manière générale, à la problématique de l'immigration, surtout, particulièrement l'immigration illégale. Parce que, généralement, ceux qui sont exposés à l'insécurité, ceux qui sont exposés à la maltraitance et à la précarité, généralement, ne sont pas dans les règles. Ne sont pas dans les règles, en tout cas. Et ça pose la problématique de l'immigration illégale. Et je crois que nos nouvelles autorités, si on puisse les appeler comme ça, parce que ça fait 1 an à peu près qu'elles sont à la tête du pays, doivent, comme ils l'ont fait dans beaucoup d'autres domaines, à leur arrivée, ils ont réfléchi sur la problématique de la justice, les assises sur la justice, sur les transports. Il est temps aujourd'hui qu'on réfléchisse sur les assises qui vont permettre d'apporter une solution ou des solutions définitives à la problématique de l'immigration illégale. Pour que ces jeunes puissent rester, vraiment, ne plus tenter leur vie ailleurs. Voilà, leur créer les conditions de rester au pays, ou en tout cas leur permettre, les rares qui vont émigrer, leur créer les conditions légales d'émigrer et non pas d'être dans l'illégalité qui est synonyme de précarité et d'insécurité. C'est le cas de Donald Trump également, le président américain qui lance son pic également aux Sénégalais et aux étrangers de manière générale pour demander de retourner à leur pays d'origine. Tout cela est problématique et qui fait qu'aujourd'hui il faut que nos gouvernants fasse, en tout cas, plaide pour que les Sénégalais restent dans le pays, tout à fait, mais en leur offrant de bonnes conditions d'existence, de vie et d'existence. Voilà. Donc, je crois qu'on est toujours sur cette problématique de l'immigration, de l'insécurité de nos concitoyens à l'étranger. La réaction de Donald Trump à son élection ne surprend pas. Je crois qu'il a battu campagne sur cette problématique de l'Amérique, America First. Donc, l'Amérique d'abord. Donc, c'était prévisible. Donc, lui, il pense qu'il est élu par les Américains et qu'il doit chercher à résoudre les problèmes des Américains. C'est ça la logique. On ne va pas commenter là-dessus. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment faire de telle sorte que nos concitoyens sénégalais puissent avoir les conditions d'être dans de meilleures conditions de vie et de travail ici au Sénégal, qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions de vie et de travail à l'étranger. Et pour cela, je crois qu'il faut apporter des solutions, mais il faut une bonne politique de communication. Parce que beaucoup de jeunes Sénégalais continuent à penser aux rêves américains, penser à l'Eldorado, penser à que ces pays européens, que l'Amérique, l'Espagne, la France, le Canada, sont des sortes de paradis sur terre où il suffit de débarquer à l'aéroport pour vraiment passer d'une situation de précarité à une situation vraiment de prospérité. Et là, il faut communiquer, il faut sensibiliser, il faut former les jeunes. Il faut vraiment apporter des solutions définitives à la problématique de l'immigration. Et professeur, cette vague de jeunes qui ont envahi les terres espagnoles aussi démontre à combien les Sénégalais aujourd'hui sont assoiffés d'aller à l'étranger. Oui, je crois qu'aller à l'étranger, l'objectif reste le même. Le jeune qui vit au Sénégal comme le jeune qui est allé à l'étranger, l'objectif c'est de trouver les moyens
de la réussite sociale, professionnelle, de trouver un emploi. Donc, les deux problématiques sont interconnectées. La problématique de l'immigration est étroitement créée. Il y a un link étroit entre la problématique de l'immigration et la problématique de l'emploi. Parce que finalement, les gens ne voyagent pas comme des touristes. Ils ne vont pas pour passer du bon temps. Ils vont chercher de l'emploi. Ils vont chercher des moyens de subsistance. Donc, si aujourd'hui on parvient à résoudre l'équation de l'emploi, l'équation de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, je crois qu'on aura trouvé une solution définitive à la question de l'immigration illégale, synonyme d'insécurité et de séries de morts d'hommes qu'on annonce périodiquement. Voilà, je rappelle, chers téléspectateurs, nous recevons le professeur Ibrahima Traoré, professeur de communication, et nous sommes en train de faire la revue de l'actualité de la semaine, et nous abordons notre troisième sujet. Il s'agit de la société de gestion du patrimoine de patrimoine bâti de l'État, SOGEPA, donc, qui a décidé tout simplement de libérer ou bien d'expulser certaines familles, une cinquantaine de familles qui ont occupé illégalement des maisons qui sont des maisons de fonction. Voilà. Je crois qu'il y a un ultimatum qui est donné à ces familles-là pour pouvoir quitter ces logements de fonction et peut-être permettre à l'État d'entrer en possession de ce qui appartient à l'État. Si la logique, c'est une logique simplement de rationalisation des ressources de l'État, moi je crois qu'il n'y a rien à dire. Parce qu'un logement de fonction est différent d'un logement personnel. Ouais. On l'occupe quand on est en fonction. Quand on est en fonction. On l'occupe quand on est en activité. Celui qui n'est plus en activité, je crois qu'il doit être à mesure de se préparer pendant sa vie active à trouver un moyen de quitter le logement. Que ce soit le logement ou le véhicule. Le véhicule. En tout cas, les moyens qui sont mis à la disposition du fonctionnaire, c'est pendant qu'il est en activité. Une fois qu'il n'est plus en activité, je crois que l'État est dans son bon droit de réclamer ce qui appartiendrait à tout le monde et qui est confié, dont la gestion est confiée à l'État, les ressources de l'État. Et ça permettra en tout cas de rationaliser les ressources qui ne sont pas suffisantes de l'État. Et si on doit louer ailleurs, je crois qu'autant prendre les propriétés de l'État et les utiliser au service de l'État et non pas laisser des gens peut-être qui ne sont pas des ayants droit et peut-être remettre ces ressources-là à des ayants droit. Et ça, c'est la culture de la rationalisation de nos dépenses aussi. Voilà, surtout. Parce que dans un passé récent, je crois que tout le monde sait que l'État dépensait beaucoup d'argent pour ses services en termes de location, ses agences, en tout cas des structures étatiques qui, pour les héberger, l'État allait en tout cas dépenser beaucoup d'argent pour louer. Si l'État a des propriétés qui lui appartiennent, je crois que ça permettrait de rationaliser les ressources de l'État et d'économiser en termes de dépenses de loyer. Est-ce que, professeur, le citoyen ne doit pas attendre qu'on l'avertisse? Il doit commencer par lui-même à poser un acte citoyen. On m'avait donné un logement de fonction, alors je n'ai plus de responsabilités, alors je rends, sans pour autant qu'on me le dise. Voilà, là ça interpelle l'esprit citoyen de tout un chacun. C'est comme parce qu'un logement de fonction, c'est comme une propriété qu'on vous a donnée, pas définitivement, mais pour une période. Et même il y en a eu qui ont eu à transformer ces logements-là. Donc, dans l'esprit de ces gens-là, ces propriétés censées appartenir à l'État, ils en ont fait une propriété personnelle et individuelle. Je crois que si c'est le cas, ils ne sont pas dans la légalité. Donc, il est temps qu'ils soient dans la légalité en mettant à la disposition de l'État ce qui appartient à l'État et appartient à tous les citoyens sénégalais. Voilà. Merci, professeur Ibrahima Traoré. Notre quatrième sujet à présent. Il s'agit de cette interdiction formelle de l'ancien ministre Mansour Faye de voyager. Voilà, moi je crois que du point de vue du principe, chaque fois que la justice, parce que
je parlerai de la justice ou de l'autorité, en tout cas judiciaire, a besoin d'un citoyen, il peut l'interpeller. Que ce citoyen soit à l'aéroport, qu'il soit chez lui ou qu'il soit ailleurs, sur le principe. Mais dans la manière, on peut améliorer. Parce que si l'autorité judiciaire a besoin d'écouter ou d'enquêter sur une personne, un citoyen, quelles que soient ses fonctions présentes ou passées, on peut l'informer à l'avance. Voilà, lui signifier cela, Voilà, au lieu de le lui prendre au apporter dépourvu. une notification. Tout à fait. Au lieu d'attendre que la personne se prépare, qu'il vraiment dit au revoir à sa famille Et on lui dit niet. et qu'il arrive à l'aéroport et une fois sur le point d'embarquer, qu'en ce moment-là qu'il soit informé. Moi je pense que la manière pose problème, mais sur le principe, je crois que la justice a le droit, en tout cas, d'interpeller un citoyen, quelles que soient ses responsabilités passées ou présentes. Voilà, on a entendu donc Mme Faisal également dire qu'il était parti voir leur maman qui était malade. Alors, en tout état de cause, vous l'avez décrié, la manière n'est pas bonne. Voilà. Il fallait lui signifier. Voilà, je crois que, comme on vient de le dire, on le dit et on insiste là-dessus, le principe est irréprochable. La justice peut avoir besoin d'écouter, d'enquêter sur une personne, quelles que soient ses responsabilités présentes ou passées. Mais dans la manière, on aurait pu notifier à la personne que pour le moment, vous ne pouvez pas sortir du territoire. Voilà, on est en phase d'instruction ou on est en phase d'enquête. Voilà. Que la personne puisse vraiment être informée à temps. Et tout naturellement. Au lieu de vraiment venir voilà. manu militari, l'informer à l'aéroport au moment d'embarquer, Voilà. je crois que la manière pose problème. Voilà. Sur le principe, la justice peut enquêter Tout à fait. et interroger n'importe quel citoyen. Voilà, quand la justice a besoin de quelqu'un, bon voilà, il le met à ses La services. personne se met à sa disposition. Voilà. Alors, on va parler de la réduction des comptes, également qui continue à faire ses effets néfastes après la publication de ce rapport de 2019 à 2024. Alors, réduction de comptes, règlement de compte, quoi que l'on puisse dire, en tout cas, ça fait en tout cas pour l'instant les frais de voilà. Voilà. Donc, je crois que la reddition des comptes, pour moi, est un acte de bonne gouvernance. Parce que ce qui rend compte, c'est celui à qui on avait confié des responsabilités. Et chaque fois que l'État confie des responsabilités à un citoyen, cette responsabilité est accompagnée de moyens. Une fois que la mission est accomplie, ou à mi-parcours, on peut même, parce que la réduction de compte, elle peut se faire en fin de mission ou au cours de la mission. Une fois que l'autorité judiciaire a jugé nécessaire, ou l'autorité chargée de veiller sur les finances publiques a jugé nécessaire de vérifier comment ces comptes ont été utilisés, je crois qu'on est toujours dans la légalité, on est toujours dans le droit, on est en mesure d'interpeller la personne puisque la personne puisse rendre compte. Et moi, je crois que tout le monde doit se réjouir de la reddition des comptes. Aussi bien l'autorité judiciaire que la personne qui doit rendre compte. Parce que la reddition des comptes va lui permettre vraiment d'être quitte avec sa conscience, mais d'être quitte avec la mission, ou en tout cas l'État qui lui avait confié cette mission et les moyens qui accompagnent cette mission. Donc pour moi, la reddition des comptes, quand elle est faite dans les termes de la légalité et du bon droit, je crois que tout le monde y trouve son compte finalement. Aussi bien la justice, l'autorité judiciaire, que la personne qui est censée rendre compte. Et qu'il faut faire également dans les règles de l'art. Parce que quand on confie une certaine responsabilité à une personne, vous gérez nos deniers publics, évidemment, il faut rendre compte de la manière dont on a géré ces deniers publics, mais aussi il faudrait aussi que ça soit dans les règles de l'art, ne pas tout simplement cibler des personnes pour à des fins politiques. Voilà, je crois que la reddition des comptes, comme je l'ai dit, ça entre dans le cadre de la bonne gestion des finances publiques. Mais il ne faut pas que ça soit... Elle est faite par la justice, mais il ne faut pas que la justice soit dans les habits d'une justice sélective. De manière partielle, oui. Voilà, une justice sélective.
dans ce cas, on risque vraiment de fausser l'esprit de la loi. La loi, elle est impersonnelle, elle est générale, elle doit s'appliquer à tout le monde, à tous les citoyens, quel que soit le niveau de responsabilité. Et aujourd'hui, il y a une opinion publique qui est en train de penser, est-ce que la loi d'amnistie ne fausse pas l'esprit de la reddition des comptes? Parce que lorsque la loi d'amnistie a été votée, ça met l'éponge, ça semble on mettre aura l'éponge. l'occasion de Voilà, excusez-moi d'anticiper sur ça, évidemment, mais je crois que certains pensent qu'il y a une contradiction entre la reddition des comptes, parce que ceux qui sont bénéficiaires de cela risquent de ne pas rendre compte. Voilà, donc la reddition de comptes, après la publication de rapport, d'autant plus que l'État aujourd'hui a besoin d'une certaine manne financière qui lui permet d'investir et de répondre à la demande sociale. Voilà, à la demande des Sénégalais. Alors, donc, il faudrait que les Sénégalais aussi, qu'ils aient cette culture de rendre compte et fidèlement de ce qu'on leur a confié. Tout à fait. Voilà, donc nous allons parler de notre sujet. Il s'agit du licenciement d'agents du service public de l'administration qui ont été limogés pour des motifs économiques. Alors, ils ont décrié cela. On a entendu l'État également dire que certains recrutements n'ont pas été en bonne et due forme. Voilà en tout cas une chose également qui est problématique. Plusieurs familles, à quelques jours de la fête, quelques semaines en tout cas de la fête, qui sont plus sous le toit de la sécurité, qui vivent une certaine psychose. Voilà, moi je crois que pour la problématique de séries de licenciements dans les structures publiques et parapubliques, il faut avoir une vision globale de la situation. L'État est dans une situation où il doit répondre à la demande sociale. Et pour répondre à la demande sociale, comme vous l'avez dit, il faut des ressources. Et l'État pense qu'il faut rationaliser les dépenses de l'État. Dans une communication de certains membres du gouvernement, il a été notifié que certains recrutements n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Maintenant, il faut être logique avec soi-même. Entre celui qu'on a recruté et celui qui a recruté, la plus grande part de responsabilité vient à ceux qui avaient recruté. C'est l'employeur. L'employeur. Donc, si on les licencie de manière, en tout cas, à une proportion aussi grande, on risque de sanctionner celui qui a été recruté et laisser à côté ceux qui ont été les responsables de ces recrutements, soi-disant politiciens, sur la base de clientélisme politique, si c'est avéré. Donc, il faudra vraiment analyser la problématique de manière plus globale. Une situation de fait est là. Il y a trop de ressources qu'on dépense pour payer des salaires. Aujourd'hui, les ressources, en tout cas salariales, sont budgétivores. La problématique, c'est de vraiment analyser la problématique. Quelle est la part de responsabilité de ceux qui ont recruté ces gens-là et sur quelle base? Est-ce sur la base d'un appel à candidature? Est-ce sur la base d'un clientélisme politique, une clientèle politique à satisfaire? Et une fois que la réponse est trouvée à cette question, on va maintenant appliquer la norme. Si c'est sur la base de clientélisme politique, on saura. Si c'est un appel à candidature, dans ce cas, l'employé est dans son bon droit. Mais est-ce que vous pensez... Il ne doit pas être exposé à un licenciement. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'aujourd'hui, ceux qui ont été victimes de ces licenciements soient pris en charge au lieu de les laisser en rade, traîner? Il ne faudrait pas, vous pensez, les prendre en charge? Non, je crois que quelle que soit la base sur laquelle ils ont été recrutés, qu'ils ont été recrutés sur la base de clientèle politique à satisfaire ou sur un appel à candidature, le Code du travail va s'appliquer. Il faut les indemniser. Voilà, le Code du travail prête des indemnisations à la suite d'une personne recrutée et qui a été licenciée, licenciement économique ou licenciement pour une autre raison. Le Code du travail, en tout cas, la loi est là et la loi être appliquée et appliquée dans sa rigueur. Parce que j'ouvre une petite parenthèse. Oui. Aujourd'hui, tout le monde sait que les EFS, les éléments français du Sénégal,
ont plié bagage. Récemment, on a vu, en tout cas, un forum où on appelle où on est en train d'appliquer une politique d'accompagnement pour les insérer et les indemniser. Donc, je crois que dans toute situation, que ce soit des gens qui ont été recrutés de manière légale ou illégale, le droit du travail doit être appliqué à cette situation-là, parce que la plus grande part de responsabilité vient à ceux qui ont fait ces recrutements-là sans respecter les règles de l'art. Ouais. Merci donc, professeur Ibrahima Traoré. Nous allons aborder notre 7e sujet. Et nous parlons de cybercriminalité. Mauritania Hacker, c'est son nom. Ce sont en tout cas des gens tapés dans l'ombre et qui attaquent de manière numérique nos banques pour prendre des données personnelles. Alors, c'est un problème aujourd'hui qui est devenu phénoménal, la guerre numérique, et qui est en train aujourd'hui de faire ravage. Alors, comment devons-nous nous préparer à cette guerre numérique? Et voilà. Voilà, je crois que personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, les systèmes de sécurité, le système numérique de nos États, beaucoup d'efforts ont été faits pour les sécuriser. Mais on n'en fait jamais assez. Parce que plus les États cherchent à sécuriser leurs données, que ce soit les données étatiques ou les données personnelles, ces gens sont tapis dans l'ombre à chercher les ruses, les techniques pour vraiment... C'est de véritables délinquants numériques, si on puisse les appeler ainsi. Oui, c'est pourquoi je crois que j'ai beaucoup apprécié... nos institutions financières. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'ultimatum donné par l'autorité chargée de réguler tout ce qui est télécommunication, en disant que sur le marché, que tous ceux qui possèdent des puces non identifiées, je crois que si mes souvenirs sont exacts, c'est le délai de ce mois de mars, fin mars, pour que véritablement que toute puce téléphonique non identifiée ne sera plus fonctionnelle. Parce que c'est des gens souvent qui sont tapis aussi derrière des numéros de téléphone anonymes pour faire leur forfait. Surtout à l'approche des fêtes. Voilà. Donc l'État, je crois, est en train de prendre à bras le corps ces délinquants numériques-là pour véritablement mieux sécuriser nos données, que ce soit les données étatiques ou les données personnelles. Et ça va nous permettre également d'avoir notre souveraineté numérique. Parce que pour avoir la souveraineté numérique, il faut faire face à tous ces obstacles-là et qui font fi à notre développement. Voilà. Alors, merci professeur pour ce sujet. Nous allons aborder votre sujet maintenant, c'est la loi d'amnistie. Voilà. Voilà, pour ce qui est la loi voilà, donc professeur, la loi d'amnistie, vous l'avez tantôt énumérée. Et cette loi d'amnistie qui fait polémique, parce qu'on entend déjà qu'à partir du 2 avril, nos parlementaires vont revoir cette loi d'amnistie en l'interprétant autrement, de manière beaucoup plus significative. Alors, vous pensez qu'il y a du nébuleux dans tout ça? Bon, moi je pense que la loi d'amnistie, sur le principe, une loi d'amnistie, on peut la voter. Cette loi, on l'a votée. Pour effacer tous les crimes, ainsi de suite. Mais ça n'efface pas, parce que quand il y a loi d'amnistie, il y a deux camps. Ceux qui profitent de la loi d'amnistie et les victimes. Mais une loi d'amnistie peut effacer des peines, mais ça n'efface pas la réparation. Moi, mon intime conviction, c'est que dans toute situation, les droits des deux parties doivent être respectés. Même si on appliquait la loi d'amnistie, qu'on l'interprète dans un sens ou dans un autre, qu'on l'applique totalement ou partiellement, moi, en tout cas, du haut de votre tribune Touba TV, je voulais lancer un appel pour que les droits des victimes soient respectés, qu'il y ait réparation pour les victimes. Parce qu'au moment où je parle, je ne pense pas que toutes les victimes ont reçu une réparation. Parce que beaucoup ont perdu. Et la plupart, ce n'est pas des structures publiques. Après, il y en a, l'université, mais des privés qui avaient investi beaucoup d'argent, des entrepreneurs privés, ont eu à perdre beaucoup de leur activité
en tout cas des sommes qui permettaient de développer leur activité. Et encore, je crois qu'il y a un préjudice plus important que de l'argent. C'est des vies humaines. Oui, ok. Donc des vies humaines ont été en vie humaine. Donc toutes ces victimes-là, je crois que la loi d'amnistie ne doit pas déshabiller Jean pour habiller Paul. Il faut que ces gens-là aient réparation. Il faut que justice soit rendue à ces vies qui sont tombées. Même si il y a un petit équivoque, même si aujourd'hui l'abrogation de cette loi pose problème. On a entendu le député Thierno Alassane Sall qui avait introduit cette requête et qui n'a pas pu être acceptée. Alors, même si aujourd'hui ceux qui sont au pouvoir ont pu bénéficier de cette loi pour sortir de prison, est-ce qu'il y a... qu'est-ce que l'on recherche finalement? Parce que abroger cette loi et permettre à tous ceux qui ont été les responsables d'être situés, à quelque niveau où ils se trouvent, et faire la lumière sur ce qui s'est passé, c'est une demande sociale. Voilà. C'est comme je crois que c'est dans la logique de ce que je viens de développer tout à l'heure. Oui. Je crois qu'avant de parler... Parce que le problème d'interprétation, c'est ça qui me... Derrière une loi d'amnistie, il y a toujours un esprit de pardon. Mais le pardon ne doit pas venir avant l'éclairage. Il faut qu'il y ait un éclairage sur les responsabilités, comme vous venez de le dire, qu'on puisse situer quel est le niveau de responsabilité des uns et des autres, quelles sont les victimes, et comment réparer les victimes qui ont eu à subir des préjudices. Parce que si cela n'est pas fait, on restera dans un sentiment d'injustice, ou dans un sentiment en tout cas de simplement avoir réparé un problème à moitié. Parce que le problème restera toujours entier. Oui, mais professeur, mon problème aujourd'hui, pourquoi cette loi interprétative, donc on veut... Pourquoi cette loi est autant polémique? Voilà, on veut faire avaler en tout cas. Est-ce que quand on interprète, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas clair. Or, la loi était bien claire, clairement définie. Voilà. Moi, je crois finalement, bon, en tout cas, ceux qui sont de l'opposition pensent qu'ils sont en train de manœuvrer. Moi, je crois que... pour s'échapper. À mon sens, tout ce débat-là, toute cette polémique, c'est quand les politiques se mettent à interpréter. Il faut que chacun reste à sa place. Laissons les juristes, laissons la justice faire son travail. Tout le monde, toute structure peut être, on peut se tromper de bonne foi. Mais quand les politiques se mettent entrent dans la danse, je crois que finalement, chacun va interpréter en allant dans le sens où se situe son intérêt. Mais on peut dire que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui attendent que dans le travail de la justice aussi, la justice, elle est rendue au nom des citoyens. Il faut que la justice aussi essaie de tenir compte un peu des préoccupations des citoyens, surtout que quand ces citoyens ont été des victimes, parce que, bon, généralement, ceux qui se mettent à lever la voix, c'est soit des victimes ou ceux qui sont là à défendre les intérêts des victimes. C'est ceux-là qui lèvent la voix pour simplement dire qu'on ne doit pas effacer comme ça toutes ces fautes, toutes ces ressources qui ont été gaspillées, toutes ces vies qui ont été perdues. Même si on peut effacer, mais dans la mesure où que justice soit d'abord rendue, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Qu'il y ait un éclairage en tout cas. Qu'il y ait un procès équitable. Voilà, et puis voilà, à partir de ce moment, voir s'il faut pardonner ou s'il faut... non. Voilà. Voilà, merci donc, professeur, sur ce sujet-là, la loi d'amnistie. En tout cas, l'Assemblée nationale la majorité, en tout cas, de l'Assemblée nationale vont l'interpréter, cette majorité va l'interpréter. On attendra de voir comment cette interprétation sera faite. Vous suivez donc Actualité de la semaine et nous recevons professeur Ibrahima Traoré, professeur en communication, et nous abordons l'autre sujet du jour. Professeur, il s'agit de la levée d'immunité parlementaire. La commission ad hoc a adopté récemment
la commission a été adoptée récemment pour aller donc vers cette levée de l'immunité parlementaire du ministre Moustapha Diop. Avant lui, il y a eu Farba Ngom. Alors, ces levées d'immunité parlementaire successives, et il y en a également d'autres qui sont annoncées. Qui sont en téléchargement. Voilà. Alors, comment vous l'appréhendez? Oui, moi je crois que tant que la justice n'est pas sélective, personne n'est à l'abri d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire au nom de simplement faire régner la lumière sur les ressources publiques, faire régner la lumière sur le comportement des uns et des autres. Tant que la justice n'est pas sélective. Farba a été poursuivi pour 125 millions, 700 millions également pour ministre Moustapha Diop avec Tabaski Ngom. Alors, pour faire la lumière, il doit répondre au pôle judiciaire. Voilà. Mais moi, en tout cas, sur le principe, je n'y vois pas de mal que la justice ait besoin d'un citoyen ou d'enquêter sur un citoyen qu'il puisse l'interpréter. Maintenant, la levée de l'immunité parlementaire, c'est une procédure normale parce que le statut de député donne à celui qui est nommé à cette station une certaine protection judiciaire. Et comme on ne peut pas vraiment convoquer celui qui est à cette station, la station de député, il est normal qu'on puisse en tout cas enlever cette sorte de verrou judiciaire pour puisse entendre la personne. Mais aujourd'hui, la problématique de l'encombrement de nos prisons doit faire de telle sorte qu'il ne faut... Moi, je crois qu'il y a trop de précipitation à arrêter les personnes qui sont incriminées. Si ces personnes offrent des garanties, on peut laisser l'instruction, la phase de l'instruction continuer, avoir des garanties, en tout cas, que ces gens pourront, chaque fois que la justice a besoin de ces personnes-là, qu'elles puissent se présenter devant la justice, et non pas aller dans la précipitation à les arrêter. On avait refusé parce que ça va contre l'encombrement. Tout le monde entend aujourd'hui que nos prisons sont encombrées, que la population carcérale a dépassé, a triplé ou quadruplé le nombre de prisonniers qui devaient y séjourner. Donc je ne vois pas pourquoi toute cette précipitation. Chaque fois qu'un citoyen sénégalais est devant la phase d'instruction, devant la justice, on peut demander des garanties. Une fois que ces garanties sont réunies, pour ne pas encombrer inutilement nos prisons, laisser la personne vaquer à ses occupations jusqu'à ce que la procédure judiciaire soit terminée et que le verdict sort. En ce moment-là, on lui applique la loi dans toute sa rigueur. Parce que lever l'immunité parlementaire d'un député, évidemment, la Constitution le permet, mais la manière dont les choses sont en train de se dérouler, c'est comme si on démystifie un peu la fonction de député. Voilà, à ce rythme-là, je crois qu'aujourd'hui, ce sont les partis politiques. Il y a eu Farba, il y a eu Moustapha, les partis, voilà. Accusés. On a entendu Ousmane Sonko, le Premier ministre, dire que, en tout cas, ces députés qui étaient là-bas, beaucoup d'entre vous sont mêlés. Donc cela veut dire qu'il faut s'attendre à d'autres levées de l'immunité parlementaire. Je crois que là, ça pose le problème de qui doit être député. Et là, c'est deux camps qui sont interpellés. Un député, il est représentant du peuple. Donc, il n'est pas nommé, il est élu. C'est un élu du peuple. Donc, il est bien que nous autres Sénégalais, quand on porte à ce niveau de responsabilité une personnalité, qu'on puisse être vraiment regardant par rapport à sa manière de gérer, qu'on puisse regarder véritablement tout ce que cette personne présente comme capacité à représenter dignement le peuple. L'autre aspect, c'est les partis politiques. Parce qu'en dehors de le peuple qui nomme les députés, les partis politiques sont le lieu où on choisit le député à aller être le représentant du peuple. Donc, il faut que les partis politiques soient des associations qui vont intégrer des écoles de partis, qui forment le citoyen à être un citoyen qui gère bien, un citoyen respectueux de l'intérêt général, respectueux des ressources publiques, un citoyen qui connaît bien son rôle de député. Et là, ça interpelle les partis politiques vraiment à revenir à la tradition des écoles de partis.
où on va former le citoyen à être un bon citoyen. Avant d'être un bon politique, il faut être un bon citoyen d'abord. Tout à fait. Pour éviter quand même que les personnalités soient mêlées tout le temps. Voilà. Déculottées. Voilà. Donc, on va aborder notre 10e sujet. Et vous suivez l'actualité de la semaine. Le plan d'austérité avec la vie qui est chère, on a entendu récemment une sortie du gouvernement pour décrier l'État, pour montrer combien l'État est ruiné. Il y a eu beaucoup de malversations, de falsifications, il n'y a pas eu, on n'a pas de recette financière qui nous permet vraiment d'ajuster. Et il faudrait aujourd'hui un plan d'austérité, réduire le train de vie de l'État, il faut assainir l'administration, etc. Même si à côté de la vie, il y a eu des rabais qui ont été faits sur les prix, mais malheureusement, on retourne à la hausse de ces prix-là. Alors, c'est difficile, on ne sait pas où commencer. Voilà, je crois que cette phase de crise, entre guillemets, l'État est en train de communiquer là-dessus, mais je crois qu'on peut améliorer la communication. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire la vérité des finances publiques à nos citoyens. Le citoyen doit, quand il confie des responsabilités à des autorités étatiques, l'État doit communiquer pour que le citoyen, que tout le monde soit au même niveau d'information. Mais certaines communications risquent de faire peiner le citoyen doublement. Non seulement il va vivre dans la crise économique, mais il sera dans une situation de panique. Parce que tout le monde sait que le citoyen, l'espoir du citoyen repose sur l'État. L'État, tout citoyen sénégalais pense que c'est l'État qui doit apporter des solutions. C'est ça l'esprit du citoyen lambda. Il pense que quand il est malade, c'est l'État qui doit apporter une solution. Il pense que quand il a un problème de dépenses quotidiennes, c'est l'État qui doit apporter la solution. Il pense que s'il y a des inondations dans son quartier, c'est l'État. C'est l'État qui doit tout faire. Donc l'espoir, il y a beaucoup d'espoir que le citoyen nourrit envers l'État. Dans la communication gouvernementale, moi je pense qu'aujourd'hui, il est bien en tout cas, pas de maquiller la vérité, mais de faire plus dans les actions que dans la communication. Parce que trop de communication tue la communication. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de communication sur cette situation d'austérité économique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment utiliser toutes les énergies du gouvernement et des autorités étatiques à chercher les solutions d'urgence et communiquer moins, communiquer efficacement, mais communiquer moins pour que les citoyens ne puissent pas vivre une double crise, une crise économique et une panique due à trop de communication sur cette période d'austérité, s'il en est ainsi. Voilà, cette période d'austérité que tout Sénégalais vit. On a entendu les syndicats récemment sortir et demander que leurs revendications soient satisfaites. Alors, pendant ce temps également, l'État, en face de ces réalités, a pu les convoquer pour signer un pacte de stabilité. En leur disant un peu la vérité, voilà ce qui se passe, on ne peut pas tout faire. Alors, tout cela, on entend également qu'il y a d'autres syndicats qui vont, dans les jours à venir, comme les syndicats des boulangers, qui vont menacer d'aller en grève, parce qu'aujourd'hui, avec la cherté de la vie, on a réduit le coût, le kilogramme du pain, mais ça ne les, voilà, le prix, ça ne les arrange pas. Ils pensent qu'on n'a pas appliqué la vérité des prix. Voilà, il y a beaucoup de boulangers qui risquent de fermer boutique. Voilà, tout cela donc font en sorte qu'il y a ce qui ne dit pas son nom, il y a une certaine crise profonde qui traverse notre pays en termes de finances publiques. Voilà. Moi, je crois que le signal le plus évident, comme vous l'avez dit, la clé sous le paillasson. Voilà. Le signal le plus visible, c'est les syndicats. Parce que les syndicats sont censés, et c'est ça le rôle d'ailleurs, représentent les travailleurs.
Et tout le monde sait que l'espoir des familles repose sur les travailleurs. Et si les travailleurs sonnent l'alerte périodiquement, je crois que les secteurs qui sont souvent en grève, c'est les secteurs traditionnels, la santé, l'enseignement supérieur, oui. l'éducation, d'autres structures. Donc cela montre simplement que les revendications sont les signaux qui montrent qu'il y a véritablement préoccupation des citoyens. Parce que les travailleurs sénégalais, il a une responsabilité sociale énorme. Je n'ai pas les statistiques, mais sur l'épaule de chaque travailleur, c'est une dizaine de personnes de famille ou plus qui reposent sur les épaules d'un travailleur sénégalais. Donc si véritablement ces gens-là sont là à travers des préavis, parce qu'avant de faire la grève, il y a eu des préavis. Tout à fait. Oui. Voilà, je crois que les autorités étatiques, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'effort, mais on doit redoubler d'efforts. Voilà, parce que c'est le contexte. Oui, professeur, on sait que le pouvoir d'achat est un peu élevé. Dur. Et puis le contexte aussi, c'est un contexte religieux. Les revenus sont maigres également pour couvrir tous les besoins. Le contexte religieux ajoute en tout cas quelques gouttes d'eau à la vase qui déborde déjà. Le contexte religieux du Ramadan et du Carême. Tout le monde sait que dans ces périodes, c'est des périodes de grande consommation. Et tout a haussé. Hein? Voilà, les périodes de grande consommation pendant le Ramadan. Le Ramadan est une période de grande consommation. Tout le monde sait que le président l'a évoqué en conseil des ministres à la veille du Ramadan, puisqu'on puisse ravitailler le marché. Je crois que ravitailler le marché, c'est bien, mais rendre les denrées accessibles aussi, je crois que c'est encore mieux. Les denrées, professeur, sont inaccessibles. Voilà. Il faut demander aux femmes même. Oui, je sais, c'est votre vœu le plus cher. Je dis que les denrées peuvent être disponibles. La disponibilité est un fait. Oui, si, les denrées sont disponibles sur le marché. Mais l'accessibilité sur le plan économique, c'est ça le problème. Le coût de la vie est très élevé. Voilà, nous allons aborder notre dernier sujet. Il s'agit de... vous êtes un professeur en communication, mieux placé pour parler de la communication gouvernementale. Bientôt, on va célébrer le premier anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. C'était le 24 mars, date de vote donc, et qui a donné ce référendum, les Sénégalais, dont rêvaient les Sénégalais, c'était d'élire en tout cas un duo, un tandem, Diomaye-Sonko, pour un changement systémique. Alors, un an après, comment vous trouvez le bilan communicationnel? Voilà. Sur le plan, en tout cas, je crois qu'un an après, certains vont dire que c'est trop tôt de faire un bilan. Mais un bilan ne se fait pas toujours à la fin. Donc, au-delà du bilan à la fin du mandat, on peut toujours faire des bilans à mi-parcours. Donc, un an, je crois que d'exercice du pouvoir, ça a permis aux autorités nouvelles, autorités entre guillemets, en tout cas de se confronter à la dure réalité de la gestion du pouvoir. Ils sont en train de connaître les dures réalités du pouvoir. Parce qu'ils sont passés du statut d'opposition au statut d'autorité exerçant le pouvoir. Moi, je crois que c'est deux réalités différentes, mais il est sorti de ces un an d'exercice de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, souvent sur certains sujets, il y a trop de communication. Comme par exemple sur le plan d'austérité, sur l'immunité parlementaire, l'amnistie. Je m'arrête sur un point, sur l'austérité, le plan d'austérité économique. Parce que c'est une situation économique qui est réelle. Les citoyens doivent être informés, mais en communiquant trop sur la situation de crise économique, en ruine, on a trouvé les caisses vides. On risque de créer la panique. Si la panique n'est même pas installée déjà, on risque de créer la panique au niveau des citoyens. Parce que l'espoir des citoyens, des 18 millions de Sénégalais, repose sur l'État. Cet État qu'ils ont élu, qu'ils ont presque plébiscité. Mais de mémoire de Sénégalais, il est rare de voir briguer le pouvoir pour la première fois et d'être plébiscité au premier tour. Voilà, il y en a, professeur, même des opposants qui disent aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de nous dire qu'on a trouvé un pays, un État en ruine. Ce n'est pas le mot. Voilà. Aujourd'hui, vous devez faire des preuves parce qu'on n'a jamais changé un régime en laissant le régime, en laissant vraiment les caisses pleines. Hein, voilà. Il y aura toujours
Voilà. Des défis à relever, des challenges. Voilà. Sur ce plan-là, vous m'interrogez sur la communication. Sur ce plan-là, moi, je crois qu'il est bien d'encadrer la communication sur la situation économique du pays. Centraliser la communication aussi. Parce que j'ai l'impression que chaque fois qu'un ministre sort ou fait une sortie dans la presse et qu'on lui demande un peu ou qu'on ne lui demande pas, il y a un glissement vers cette situation-là. Donc, il y a deux points sur lesquels, en tout cas, à mon humble avis, sur lesquels l'État doit travailler, c'est de centraliser la communication étatique, mais aussi c'est de la réguler dans sa fréquence. Parce que trop de communication, ça crée la panique. Trop de communication banalise la communication. Les sorties doivent être des sorties attendues par la presse, par les populations. Mais en faisant trop d'excès dans la communication, surtout en communiquant sur la crise, ça a deux effets pervers, deux effets négatifs. Ça crée la panique et ça banalise la communication gouvernementale. Il faut que cette communication soit centralisée et qu'elle soit régulée dans sa périodicité. Voilà. En tout cas, merci professeur. Le temps qui nous a été imparti est à présent terminé. Nous avons épuisé nos sujets également. Je vous disais tout à l'heure également que au niveau de l'association des écrivains du Sénégal, il y a eu un nouveau président à la suite donc du décès de l'ancien président. Voilà, le doyen Alioune Badara Bèye. Je crois que je ne vous remercierai jamais assez, M. Moussa Niang, de m'avoir invité, mais de m'avoir permis en tout cas de rendre hommage à ce grand monument de la littérature et de la culture. D'ailleurs, il y a une de ses œuvres, de ses livres qui résume son parcours. Il avait intitulé, ce grand écrivain Alioune Badara Bèye, De l'uniforme à la plume. Pour ceux qui ne le savent pas, il a servi dans l'armée, il a été marin dans la marine, avant d'embrasser une carrière sur le plan de la culture et de l'écriture. Je crois que récemment, le samedi passé, on a élu un nouveau président. Et le président l'a dit lors de notre assemblée nationale, il est difficile de porter un remplaçant. On ne le remplace pas. On s'inscrit dans la continuité de son œuvre. C'était à Keur-Birago, cette maison, au point E, cette maison qui a été acquise par l'État du Sénégal et qui est mise à la disposition de l'Association des écrivains. Donc vraiment, au nom du président, nous vous remercions de nous avoir permis cette fenêtre pour parler des écrivains. L'actuel président, il s'agit de qui? Il s'agit de Mohamed Baro Dione. Mohamed Baro Dione. Voilà, c'est lui qui est l'actuel président de l'Association des écrivains. Plein succès. Vous avez eu également à écrire, vous avez publié un recueil. Voilà, moi... C'était au temps de la Coupe d'Afrique. Voilà, moi ce qui m'a fait entrer dans cette association, c'était mon premier recueil publié en 2022 sous le titre Le patriotisme en bandoulière ou l'épopée des lions du Sénégal. Et qui avait porté bonheur aux Lions. Ça a porté bonheur aux lions et finalement on a remporté la coupe. Et si vous me le permettez, j'annonce mon prochain recueil. Ah bon? Bon, Journée de la femme oblige parce que ça rend hommage aux femmes. Le recueil s'appelle Femmes sénégalaises, femmes d'honneur, que je vais publier très prochainement, Inch'Allah. Merci en tout cas, professeur Ibrahima Traoré. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans l'actualité de la semaine. Nous serons toujours heureux, parce que vous êtes notre consultant, de vous recevoir sur les sujets d'actualité et éventuellement sur la sortie prochaine de votre recueil axé sur les femmes. Alors, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Au revoir. Et merci également à Mohamed Rassoul Thiam qui nous a réalisé cette émission-là.